Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Le troisième chapitre du livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie nous parle de la cire et l'eau chaude, la force de la première impression. C'est très intéressant comme analyse parce qu'elle va éventuellement remettre en question plusieurs attitudes, plusieurs choix, plusieurs valeurs qu'on adopte chacun, parce que peut-être qu'elles ne sont pas réellement les nôtres. Vous allez comprendre, je vous souhaite une bonne écoute, et on se retrouve juste après. La cire et l'eau chaude, la force de la première impression. Imaginez un récipient contenant une épaisse couche de cire froide, durcie, dont la surface est tout à fait plate et lisse. Vous prenez une cruche remplie d'eau chaude et vous en répandez un peu sur la cire. L'eau peut librement glisser où elle veut sur cette surface vierge, sans relief. Mais, étant chaude, à peine entre-t-elle en contact avec la cire que l'eau en fait fondre le dessus, y imprimant une empreinte peu profonde, comme celle d'un skieur dans de la neige poudreuse. Désormais, la cire présente un léger creux, l'eau chaude ayant tracé un chemin pareil au lit d'une rivière. Si maintenant vous répandez à nouveau un peu d'eau chaude dans le même récipient, que va-t-il se produire? Où qu'elle tombe en premier, l'eau, moins libre que la première fois, va immanquablement rejoindre la trace antérieure qui va dès lors guider son écoulement et s'approfondir un peu. Plus vous versez d'eau, plus la même trace se creuse encore davantage, ne laissant plus guère de liberté à l'eau d'emprunter un autre chemin que celui déjà tracé. Que nous dit cette métaphore? Qu'une première empreinte, une première impression, dans tous les sens du terme, laisse une trace, et que celle-ci influence fortement les empreintes suivantes. N'est-ce pas ainsi que se forment les ruisseaux, les rivières, les fleuves et aussi les canyons? Les reliefs de la Terre n'ont pas toujours été ceux que nous lui connaissons aujourd'hui. L'eau des premières pluies qui se sont abattues sur certaines régions il y a des millions d'années s'est écoulée au gré des reliefs qui existaient déjà, montagnes, vallées, roches diverses, et son passage ou son accumulation dans certains endroits a dessiné les premières esquisses des futurs cours et étendues d'eau dont le temps s'est chargé de préciser les contours en profondeur. Pouvons-nous changer de telles empreintes une fois qu'elles existent? Oui, puisque nous sommes bien parvenus, sans que ce soit d'ailleurs toujours bien inspiré, à modifier le cours de ruisseaux, de rivières et même de vastes fleuves. Mais plus la trace est profonde, plus le débit qui la parcourt est puissant, et plus les moyens qu'il nous faut employer pour en changer le tracé sont considérables. Premier constat. De plus, détourner un cours d'eau de son lit est une chose, effacer la trace de son ancien parcours en est une autre. Même si l'eau emprunte désormais un nouveau trajet que nous lui avons imposé de force, le tracé de l'ancien peut subsister très longtemps, même asséché, avec le risque que, à la faveur d'un imprévu, des flots tumultueux viennent à nouveau se déverser dans sa tranchée propice. Mon propos, évidemment, n'est pas de cultiver le fatalisme, mais la conscience. C'est une constante de ce livre. En effet, la connaissance de ce principe peut nous inciter à être plus vigilants et à mettre davantage de conscience à chaque début, chaque première, chaque défloration d'une situation nouvelle. Ainsi, par exemple, un musicien averti sait que le premier déchiffrage d'une partition est crucial et doit donc être entrepris lentement, en veillant à ne commettre aucune faute au cours de cette lecture initiale. Si le premier passage est juste, les autres tendront naturellement à l'être aussi. Inversement, une note mal jouée ou un doigté mal choisi auront ensuite tendance à se glisser automatiquement sous ses doigts dès que sa conscience se relâchera. Les mains du musicien sont en effet la cire dans laquelle le flot de la mélodie vient graver sa trace, de sorte que, par la suite, la mémoire kinesthésique, celle du corps, incitera ses doigts à cheminer sur les mêmes notes que la première fois. Quand le déchiffrage a été mal fait,
Ce sont des dizaines, sinon des centaines de répétitions qui sont nécessaires pour modifier l'empreinte originale, ce qui monopolise la conscience du musicien qui devrait être tout à l'interprétation et non rivé au doigté. De manière plus générale, on devine l'importance de cette image de la cire et de l'eau chaude dans tout ce qui touche à l'éducation et à l'apprentissage, qu'il s'agisse du sport, du bricolage, des arts martiaux, de la danse, de la conduite automobile, de l'utilisation de logiciels, de la façon dont un enfant apprend à lire, à écrire, à lasser ses chaussures ou à exécuter les 1001 gestes de la vie quotidienne. Note de bas de page. Les écoles Montessori, par exemple, passent beaucoup de temps à apprendre aux tout-petits à manipuler des objets fragiles, verres, carafes, tasses en verre ou en porcelaine, et à exécuter divers gestes quotidiens avec précision, de sorte qu'ils sont bien moins maladroits que les enfants auxquels on ne prend pas le temps d'apprendre cela. Fin de note de bas de page. L'énergie que nous dépensons à corriger quelque chose qui a été mal appris au départ est maintes fois supérieure à celle que nous demanderait le surcroît d'attention et de conscience nécessaire à effectuer cette chose de manière juste la toute première fois. Note de bas de page, juste et non pas parfaite. Le perfectionnement vient avec la répétition et l'entraînement. On peut lire une partition juste dès la première fois, mais il faudra la jouer des centaines de fois avant d'atteindre une interprétation réussie. Fin de la note de bas de page. À vouloir aller trop vite au début, nous ralentissons considérablement l'obtention du résultat désiré. « Roulez lentement, je suis pressé », disait Churchill avec sagesse à son chauffeur. Avec la métaphore de la cire et de l'eau chaude, nous découvrons l'importance de tout début. Quand on dit par exemple que quelqu'un s'est levé du pied gauche, on entend par là que la façon mauvaise dont il a démarré sa journée a ensuite déteint sur toute la suite. On trouve d'ailleurs dans plusieurs religions des injonctions concernant la façon de démarrer la journée, par une prière, une pensée positive, une bénédiction, une empreinte constructive, quelle qu'elle soit. Nous ne pouvons pas être conscients de tout à chaque instant. Immanquablement, des tâches nous absorbent, au travail ou à la maison, pour des durées plus ou moins importantes. C'est pourquoi, lorsque nous démarrons consciemment et positivement une activité, nous traçons le sillon et nous donnons le cap qui sera ensuite suivi quand nous passerons en pilotage automatique. Les débuts sont nombreux dans une vie ou simplement une journée. Cela va des bonjours que nous échangeons le matin avec nos proches ou nos collègues, en passant par un mariage, la création d'une entreprise, l'emménagement dans un nouveau logement, la première réunion d'une nouvelle association, les premiers documents, logos, textes qui incarnent l'image de notre entreprise, les publicités que nous diffusons, etc. Nous avons tout intérêt à identifier ces débuts et à leur accorder un surcroît d'attention. C'est une sage politique qui nous évite bien des complications ultérieures. Ce n'est évidemment pas une panacée ni la garantie qu'aucun problème ne nous arrivera jamais, mais nous mettons ainsi le plus de chances de notre côté dès le départ. Dans la mesure où elle parle de commencement, de début, de première empreinte, cette histoire de cire et d'eau chaude traite aussi implicitement de l'autre extrême, la fin. S'il y a un début, c'est que quelque chose s'est terminé avant. Logique. Or, la fin et le début sont liés. Quelle est la première pensée qui nous vient le matin ? 9 fois sur 10, c'est celle avec laquelle nous nous sommes couchés la veille. Ce n'est pas pour rien que l'on recommande de réviser ces leçons juste avant de s'endormir. L'inconscient se charge de graver profondément dans notre mémoire les dernières pensées qui nous habitent, laquelle empreinte, logiquement, oriente le cours des premières pensées qui jaillissent en nous le matin. De l'injonction du Christ à nous réconcilier avec notre frère avant que le soleil ne se couche, aux recommandations de nombreuses religions de mourir en paix en ayant pardonné, en passant par le happy end d'une majorité de films, les formules de politesse qui terminent les courriers même les plus déplaisants, ou encore le conseil souvent donné de terminer une méditation avant que la fatigue ou des douleurs n'apparaissent, les exemples foisonnent pour illustrer l'importance de bien terminer toute chose, même quand elles ont parfois mal commencé. Car la fin, elle aussi, laisse une trace, une empreinte. Je me souviens par exemple de 2 films.
Le prix du danger avec Gérard Lanvin et Brasil de Terry Gilliam, dont les fins respectives, particulièrement sinistres, m'ont hanté pendant des jours. D'un film noir qui a une fin heureuse, ne retiendrons surtout cette dernière touche qui estompe rapidement les épisodes sombres qui l'ont précédé. Inversement, un film agréable qui s'achève de façon tragique nous laissera cette conclusion en travers de la gorge, et pour longtemps. Imaginez un magnifique concert qui se terminerait par une fausse note de l'orchestre. Que nous en resterait-il ? Une bonne fin prépare donc un bon début. Un bon début favorise un bon parcours et rend plus probable une bonne fin. Et ainsi de suite. Les deux instants au cours desquels nous avons le plus d'influence sur les événements sont donc le commencement et la fin. Ce sont les moments où nos choix conscients ont les plus grandes chances de modifier le cours des choses. Incidemment, les éditeurs et les auteurs le savent bien. Les premiers prennent grand soin de la couverture et du titre, première page d'un ouvrage, ainsi que de la quatrième de couverture, dernière page. Les seconds prêtent une attention particulière à l'introduction de leur ouvrage, ainsi qu'à sa conclusion. À ce propos, on raconte qu'un jeune prêtre était allé demander à un confrère plus âgé comment écrire un bon sermon. Un bon sermon doit avoir un bon commencement et une bonne fin, lui dit son aîné. Ensuite, il s'agit de rapprocher le plus possible le début de la fin. Enfin, à titre plus anecdotique, signalons que cette question du début et de la fin s'applique aussi à l'habillement. La coiffure ou le chapeau et les chaussures sont en effet les éléments les plus importants dans notre évaluation, même inconsciente, de l'élégance d'une personne. Quelqu'un à l'habit ordinaire, mais aux chaussures et à la coiffure irréprochables, nous paraît mieux vêtu qu'une personne aux vêtements somptueux, mais mal chaussée ou mal coiffée. Amusez-vous à vérifier cela autour de vous. Nous pouvons aussi conclure de l'allégorie de la cire et de l'eau chaude que nombre de nos actes ne sont pas la conséquence d'un choix conscient et éclairé, fondé sur une connaissance approfondie du sujet, mais simplement le résultat de nos habitudes, de l'inertie, qui nous font emprunter machinalement les sillons les plus évidents, les plus usés, même quand ils sont complètement obsolètes, inefficaces ou contre-productifs. Par exemple, j'écris ces lignes sur le clavier français AZERTY de mon ordinateur. Tout comme le QWERTZ des claviers suisses et la plupart des claviers anglais, allemands, italiens, il a été conçu à l'époque des premières machines à écrire mécaniques. En ce temps-là, la disposition des lettres sur ce clavier devait notamment prévenir deux inconvénients. D'abord, que plusieurs touches se coincent l'une contre l'autre au moment de la frappe. En effet, si l'on tapait trop vite, il arrivait qu'une tige remonte avant que l'autre ne soit redescendue et qu'elles se prennent ainsi l'une dans l'autre. Ensuite, qu'une touche perce le papier si elle était frappée par un doigt trop fort. Nous n'avons pas la même force dans le petit doigt que dans l'index, par exemple, comme en témoignaient d'ailleurs les différences d'impression, tantôt plus claires, tantôt plus foncées, entre les lettres des courriers dactylographiés sur ces vieilles machines. Pour résoudre cette double équation, les lettres ont été réparties sur le clavier de façon à ralentir au maximum la frappe et à limiter l'usage des doigts les plus agiles et les plus forts. C'est ainsi que le A, lettre fréquente en français, se retrouve non seulement sous le petit doigt, moins habile, mais aussi une ligne au-dessus de celle où reposent les mains. Le Q, bien moins usité, est lui directement sous ce même doigt. Inversement, l'index et le majeur, plus habiles, se voient attribuer les lettres K, Y, H, G, V ou encore B, bien moins fréquentes en français. Or, aujourd'hui, à l'heure de l'électronique et des touches hypersensibles, nous continuons d'écrire sur des claviers conçus pour ralentir la frappe et faire travailler les doigts les moins agiles. Et ce, bien que tous les ordinateurs nous permettent désormais de choisir le clavier désiré d'un simple clic de souris. Pourtant, un Français du nom de Marsan a étudié l'occurrence de chacune des lettres de l'alphabet dans la langue française et a conçu un clavier répartissant celles-ci pour atteindre la frappe la plus rapide. Il a ainsi obtenu jusqu'à 30% de gain d'efficacité chez les dactylos professionnels. Note de bas de page,
Il a aussi conçu son clavier de façon ergonomique, les lettres étant disposées en V sur le clavier pour éviter aux mains un positionnement antinaturel, source de nombreux problèmes de poignet. Fin de la note de bas de page. Mais l'inertie et l'habitude, c'est-à-dire la trace inscrite depuis plus d'un siècle dans la cire de nos claviers, associée à notre difficulté à remettre en question ce qui semble acquis, font que l'on continue de produire massivement des ordinateurs ultramodernes équipés de claviers préhistoriques. Dans le même ordre d'idées, on entend encore parfois dire qu'il est contraire aux bonnes manières de couper sa salade avec un couteau. Or, la raison d'être de cette bonne manière est simplement le fait que les couteaux d'autrefois n'étant pas en acier inoxydable, le vinaigre de la salade les abîmait. Faute de nous interroger sur les raisons d'être de comportements hérités du passé, le principe de la trace gravée dans la cire nous pousse à perpétuer une multitude de comportements et d'habitudes qui ne trouvent plus leur justification. « Pourquoi ne mangez-vous pas de viande ?» demanda-t-on un jour à un de mes amis. « Et vous, pourquoi en mangez-vous » questionna-t-il en retour, taquin. Perplexité. Celui qui posait la question n'avait, lui, jamais réfléchi à son alimentation. Il reproduisait par habitude celle qu'il avait toujours connue chez ses parents et dans sa famille. Était-ce vraiment la meilleure alimentation pour lui? La plus savoureuse? Connaissait-il les avantages et inconvénients, les qualités et défauts des divers choix alimentaires que l'on peut effectuer aujourd'hui? Non. Il suivait la trace imprimée dans la cire familiale. Combien de choses faisons-nous de la sorte, sans jamais y avoir vraiment réfléchi? Dans nos comportements professionnels, dans nos réactions émotionnelles, dans nos opinions, nos croyances, quelle est la part qui vient de l'éducation et que nous reproduisons machinalement sans l'avoir jamais consciemment questionnée? La cire représente aussi bien l'inconscient que le corps, la matière. L'eau chaude, elle, symbolise la conscience, l'énergie, l'esprit. Initialement, c'est toujours l'esprit qui commence par modeler la matière. C'est la conscience qui imprime une orientation aux pensées, aux gestes, c'est le programmeur qui écrit son logiciel. Puis, l'habitude prend le relais. La trace est faite, il n'y a plus qu'à la suivre. C'est tant mieux pour tous les bons plis, les bonnes habitudes, les comportements que nous souhaitons reproduire. Mais qu'en est-il de tous ceux que nous n'avons pas choisis, de ceux qui étaient là avant nous, dans la famille, la société, de ceux que nous n'avons pas vus s'instaurer progressivement dans notre quotidien, quand notre vigilance a baissé, et qui, désormais, nous gouvernent à notre insu? Un jour, sans qu'on y prenne garde, c'est alors le corps qui dicte à l'esprit ce qu'il peut faire ou non. C'est le programme qui limite l'utilisateur. Ce sont les comportements machinaux qui prennent le relais des choix conscients. Prenons le monde de l'entreprise. Pierre crée une société, par exemple. C'est lui l'eau chaude. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire, quel statut, quelle forme juridique il souhaite donner à son entreprise. Au début, c'est lui qui modèle la cire comme il le souhaite pour rendre sa société conforme à ses rêves, à ses plans. Mais que voit-on souvent au bout de quelques années? La cire a durci. La société est bien établie, elle a grandi, elle s'est fortifiée, elle est désormais bien implantée. Adjectif éloquent. Et voilà que c'est elle, désormais, qui dicte de plus en plus à Pierre ce qu'il peut faire ou non. La création fait place à la production, à l'administration, à la gestion, qui prennent une place prépondérante. L'entreprise a sa vie propre, son métabolisme, ses besoins. Il devient difficile pour Pierre, si l'envie lui en prend, de la faire changer, évoluer, de lui donner une nouvelle direction. Elle y oppose une résistance farouche, elle n'est plus aussi malléable qu'au début. Il faut en effet beaucoup de talent pour garder une entreprise vivante, mobile, en évitant les deux extrêmes que sont d'un côté le changement permanent, où ni les employés ni les clients ne s'y retrouvent, et de l'autre la stagnation et la cristallisation qui, à un certain point, rendent tout changement difficile, douloureux, voire impossible. Laissée au sec, la terre glaise, sèche, sa forme se cristallise. Trop pétrie et humidifiée,
Elle ne prend jamais forme et ne sert donc à rien. La vie est un équilibre à ajuster constamment entre corps et esprit, matière et énergie, automatisme inconscient et choix conscient. Nous avons besoin des deux, de la cire et de l'eau chaude. La métaphore de ce chapitre nous invite donc à discerner dans notre vie ce qui est cire et ce qui est eau chaude, ce qui est le résultat de choix conscients que nous continuons d'approuver, ce qui a été inconsciemment hérité du passé, familial, social, religieux, et enfin, ce que nous avons mis volontairement en place, mais qui n'a aujourd'hui plus de pertinence. Pour ce faire, nous devons régulièrement porter un regard neuf sur ce que nous avons sous les yeux tous les jours, ne rien prendre pour acquis, continuer de nous émerveiller, de nous interroger, rester curieux, remettre l'évidence en question. Malheur à l'homme qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas tout remis en question, est ma citation favorite de Pascal. Tout remettre en question. Pas seulement une ou deux choses, comme la vie de nos parents à l'adolescence, celui de notre patron ou du parti opposé, tout. Nos idées, nos croyances, nos savoirs, nos habitudes. Ne laissez aucun bloc de cire, aucun moule continuer de nous influencer sans nous être interrogés sur son origine, sa valeur, son utilité, sa pertinence. Attention, il ne s'agit pas de changer pour changer, ni de tout bouleverser sans raison. Nombre de nos habitudes ont leur raison d'être, nombre de nos comportements sont pertinents et adaptés. Dans ce cas, leur remise en question nous permet d'en prendre conscience, de les faire vraiment nôtres, d'en faire des choix délibérés et conscients, et non plus des réflexes, des habitudes sans vie. Il s'agit de nous approprier nous-mêmes afin de pouvoir un jour nous dire que nous ne sommes pas le seul résultat de conditionnement subi plus ou moins consciemment, mais bien le fruit de choix délibérés faits en pleine possession de nos moyens. C'est là un processus qui prend du temps, des semaines, des mois, parfois même des années, mais qui est enrichissant et libérateur. On ne peut pas être libre et ignorant, observait avec justesse le président américain Thomas Jefferson. La liberté n'est pas un acquis. Elle ne se donne pas, elle se conquiert. Nous ne sommes pas libres si nous ignorons les forces et les conditionnements qui se sont exercés sur nous et qui continuent d'influencer ce que nous prenons pour de libres choix. La liberté, symboliquement parlant, ce n'est pas seulement de se balader à son gré dans des traces existantes, c'est aussi de pouvoir creuser son propre sillon. On notera d'ailleurs que la plupart des grandes inventions sont dues à des individus qui ont su s'étonner devant ce que tous les autres trouvaient normal ou qu'ils ne voyaient pas, ou plus. En revenant d'une marche dans les champs, n'avez-vous jamais retiré de vos chaussettes ces petites boules vertes ou brunes qui s'y accrochent sans plus y songer? Celui qui a pris le temps d'y penser, de s'interroger sur la raison pour laquelle ces boulettes s'agrippaient si fermement, est devenu l'inventeur du velcro et il a fait fortune. Le danger de la cire, c'est le piège des habitudes, du pilotage automatique. Pour nous en prémunir, choisissons de consciemment modifier certaines de nos habitudes de temps à autre. Empruntons une autre route. Achetons un magazine que nous n'avons jamais lu. Essayons la cuisine d'un autre pays ou une alimentation différente. Plongeons-nous dans les croyances d'un autre peuple, d'une autre religion. Inversons les rôles une semaine avec notre conjoint. Mangeons de la main gauche, ou de la droite si nous sommes gauchers. Jeûnons une journée. Passons un mois dans la chasteté. Restons un jour en silence. Faisons une partie de basket pour handicapés dans une chaise roulante. Sortons de nos ornières des chemins bien tracés dans la cire. Répandons de l'eau chaude sur de nouveaux territoires. Creusons de nouveaux sillons. Et si vous êtes de ceux plus rares qui sont plutôt victimes du piège inverse, celui de l'eau chaude, c'est-à-dire le piège de certains créateurs, artistes ou inventeurs, le piège de tous ceux qui préfèrent créer sans cesse plutôt qu'approfondir, qui ne parviennent pas à laisser une empreinte durable sur les choses, toujours enclins à explorer d'autres espaces, d'autres possibles, d'autres cires vierges,
imposez-vous une forme fixe. Cela peut vous faire découvrir de nouvelles dimensions de la liberté et de la création. La pratique d'une discipline régulière, arts martiaux, massage assis, ama, exercice de yoga ou de méditation, musique d'ensemble, théâtre ou chorégraphie, par les contraintes qu'elle nous impose, peut libérer notre conscience, comme c'est le cas chez le musicien qui rejoue inlassablement les mêmes morceaux, mais qui apporte à la forme fixe de la partition un souffle chaque fois nouveau. Nous nous ennuyons seulement quand nous ne savons pas insuffler une pensée consciente et dynamique dans une action maintes fois reproduite à l'identique et que nous laissons, au contraire, cette action endormir notre esprit par la monotonie. Ainsi, à nous occuper tantôt du fond, tantôt de la forme, ici de l'esprit et là de la matière, à alterner entre création et reproduction, conscience et automatisme, tout devient pour nous occasion d'apprentissage et d'intégration, de croissance et d'accomplissement. Et si vous avez laissé une belle empreinte dans la société, peut-être finirez-vous au musée Grévin en statue de cire. J'espère que vous avez trouvé ce 3e chapitre tout aussi porteur de réflexion que les 2 premiers. En tout cas, je vous fixe rendez-vous bientôt pour le 4e chapitre de ce livre, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie de Olivier Clerc, et peut-être aussi pour d'autres lectures. En tout cas, à très bientôt, et si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est très important, et abonnez-vous. Un grand merci d'avance.